Bonjour ma sœur Rosette. Bonjour Papa Zénon. Sont une congrégation qui trouve son origine. Quelles sont les activités sur lesquelles vous êtes axés maintenant au Congo et en dehors du Congo? D'abord, de notre charisme nous envoie vers les plus pauvres. Chers amis internautes, vous avez suivi là le cri de détresse de la sœur Rosette Souta. Bonjour ma sœur Rosette. Bonjour Papa Zénon. Je vous appelais la sœur Rosette. Voulez-vous vous présenter à tous les internautes qui sont en train de nous regarder à travers le monde entier? Je suis sœur Rosette Souta Lubakwa de la congrégation des Sœurs de Marie de Popo Kabaka. Je veux faire une petite présentation de la congrégation pour que ceux qui nous suivent comprennent il s'agit de quelle congrégation et il s'agit de quelle vie. En fait, les Sœurs de Marie de Popo Kabaka sont une congrégation qui trouve son origine en Belgique dans le diocèse de Gand, dans les villages de Brakel, qu'on appelle aussi Neder-Brakel. C'est en 1834 que l'abbé Louis, le père Isidore et la sœur Marie-Thérèse ont fondé la congrégation. En 1939, les sœurs missionnaires de la Belgique du diocèse de Gand partiront de leur diocèse vers le vicariat de Kisantu avec la présence de Monseigneur Verwimp. Et elles sont allées s'installer dans la paroisse de Ngowa, c'est l'actuel diocèse de Popo Kabaka. C'est en 1961 qu'il y aura un évêque dans le coin de Popo Kabaka qui est érigé en diocèse. C'est Monseigneur Pierre Boucart, un père jésuite, qu'on a choisi comme premier évêque de ce coin-là, qu'on a appelé et qu'on appelle aujourd'hui diocèse de Popo Kabaka. Il était occupé à chercher comment il va avancer dans la pastorale pour les jeunes, pour les chrétiens, pour le village. Il s'est vu qu'il était bité parmi plusieurs épreuves, entre autres le manque de filles autochtones pour s'occuper de la jeunesse, surtout de la jeune fille, puisque dans son milieu, il sentait que la jeune fille était abandonnée à elle-même. Et dans la culture yaka, les filles étaient plus envoyées au mariage à bas âge. Il se disait qu'il devrait accepter les jeunes filles qui manifestaient l'envie de devenir des religieuses. Il les a confiées en 1967 aux sœurs de Marie de Neder-Brakel qui étaient dans son diocèse. La sœur Andreas, la sœur Bernadette se sont occupées de la formation des jeunes filles. Ces jeunes filles, en 1969, deviendront les premières sœurs congolaises qui sont entrés dans cette congrégation dans l'espoir de travailler pour l'église locale de Popo Kabaka. Les sœurs belges des sœurs de Neder-Brakel ont formé une seule famille avec ces jeunes filles. On a évolué jusqu'en 2010. On a senti qu'il fallait parler de l'autonomie des provinces. Province belge et province congolaise. La province plutôt congolaise, ce sont les sœurs de Marie de Popo Kabaka. Dans cette autonomie de province, il est demandé que chaque province se prenne en charge, s'engage pour l'évangélisation dans son milieu. Mais il s'est fait que les mêmes filles de Popo Kabaka se sont dit qu'elles pouvaient aussi ouvrir les horizons vers l'extérieur. On a commencé deux communautés, une dans le diocèse de Blois en France et une autre dans le diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Une expérience qui amène les sœurs à devenir des sœurs universelles, dans cette église aussi universelle. Les sœurs de Marie qui sont au Congo, nous formons
15 communautés. Avec les 2 communautés qui sont en Europe, au total, nous avons 17 communautés. Les 15 communautés du Congo sont réparties dans le diocèse de Popo-Kabaka avec 10 communautés, le diocèse de Kinshasa avec 3 communautés, le diocèse de Kenge avec une communauté, le diocèse de Kisantu avec une autre communauté. Mais dans l'espoir d'ouvrir encore d'autres communautés là où on a besoin de nous, mais en tenant compte aussi des moyens qu'on possède. Et vous êtes combien au total, ma sœur, au Congo? Nous sommes à 86 au total. 5 jeunes sont dans la maison de formation au noviciat, 4 sont au postulat et 18 à l'aspirantat. Ok, ma sœur, ça fait des années que votre communauté fonctionne. Quelles sont les activités sur lesquelles vous êtes axé maintenant au Congo et en dehors du Congo? Les activités de la congrégation, je partirai d'abord de notre charisme. Notre charisme nous envoie vers les plus pauvres. Nous parlons de la prédilection pour les pauvres dans l'éducation, dans la santé, dans les œuvres sociales, orphelinats, centres nutritionnels, dans les foyers sociaux, dans la défense des droits des femmes, dans les activités de l'agriculture, de pisciculture, de l'élevage pour libérer les gens vers le développement. Nous travaillons aussi dans la lutte pour l'environnement, puisque nous sentons que l'environnement est pollué. Nous nous engageons aussi à planter des arbres et à travailler avec les gens pour la propreté, pour les biens, dans la lutte pour la santé. Ma sœur, vous faites beaucoup d'activités. À vous entendre, comment vous êtes structuré pour atteindre vos objectifs dans toutes ces activités? Au niveau de la congrégation, nous avons une structure qui nous donne une provinciale avec ses conseillères. Nous avons aussi l'économie qui s'attachent à la congrégation avec les communautés qui sont reparties où il y a des ministres dans chaque communauté. Dans cette structure, on s'engage de façon que la provinciale travaille avec les conseillères pour le bien de la communauté, pour le bien de la congrégation. Et il y a des supérieures locales dans chaque communauté qui sont attachées aussi à la supérieure provinciale pour l'organisation des communautés. Mais dans toutes les œuvres, nous avons aussi des responsables. Les sœurs qui ont fait, par exemple, la santé, travaillent dans la santé. Celles qui ont étudié dans l'éducation travaillent aussi dans l'éducation. Il y en a qui sont aussi dans l'orphelinat. Il y en a qui sont dans les œuvres sociales comme la nutrition, qui ont fait aussi la nutrition. Il y a encore d'autres personnes qui s'engagent pour la lutte de défense des droits des femmes. On suit des formations qui nous envoient vers ces gens-là. Il y en a aussi qui font des études sur le développement, sur l'agriculture. On s'engage aussi dans l'agriculture avec les paysans. Sans fausse modestie, ma sœur, qui est la provinciale aujourd'hui? C'est la sœur Rosette Souta qui vous parle maintenant, qui est la supérieure provinciale. Merci ma sœur provinciale. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans vos fonctions pour le moment? Je dirais oui, je me sens à l'aise dans ma fonction puisque c'est une fonction qui m'a été attribuée par les consoeurs. Ils ont trouvé que j'étais capable de pouvoir les conduire, les accompagner. Je l'ai fait de tout mon cœur, sachant que c'est un service de l'autorité qu'on exécute pour un temps et après une autre personne viendrait pour me remplacer. Oui, ma sœur, pour atteindre tous ces objectifs, vous avez besoin de soutien financier. D'où proviennent vos ressources financières si ce n'est pas un secret? Les ressources financières pour notre province proviennent des salaires des membres. Les sœurs qui sont dans les activités, dans l'enseignement, dans la santé, dans les autres activités, elles ont un petit salaire. Ces petits salaires, nous les mettons ensemble
Et dans les activités aussi, par exemple dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans l'élevage de gros bétail et autres, ce que nous recevons, ce que nous gagnons, nous les mettons ensemble. Parfois aussi, nous recevons des subsides des personnes de bonne volonté qui nous donnent quelque chose. Nous les mettons aussi ensemble dans une même caisse. Nous faisons le partage en tenant compte des besoins de chaque communauté, surtout dans la formation des membres, puisque nous avons des membres qui sont au niveau de la formation initiale, qui doivent être pris en charge directement par la congrégation. Il y a des membres aussi que nous envoyons aux études qui ont besoin aussi de notre aide. C'est ce que nous mettons ensemble dans la caisse qui nous aide. Merci ma sœur, vous faites beaucoup de choses et quand j'entends toutes ces activités que vous faites, ma sœur provinciale, je vous considère comme une élite dans ce pays. Je vais vous poser cette question directe. Comment vous définissez une élite, une personne qui est élite, comment vous la définissez? Vous avez commencé par me dire que vous sentez que je suis parmi ceux ou celles qui luttent pour les biens, qui luttent pour le bien des autres, qui luttent pour avancer, pour faire fonctionner. L'élite, c'est la personne qui a les capacités de pouvoir chercher les biens de tout le monde, de chercher les changements, de chercher le développement, de chercher la vie dans un milieu, dans une société donnée. Oui, ma sœur, et faites-vous une différence entre un intellectuel et une personne élite selon vous? Oui, il y a une nette différence. L'intellectuel, c'est la personne qui a étudié, qui a trouvé qu'elle a eu des moyens pour aller jusqu'à tel niveau, devenir docteur, devenir licencié, devenir ingénieur. Mais l'élite, c'est la personne qui possède aussi et qui s'engage à faire du bien, à lutter pour les biens, pour les changements. D'accord, ma sœur. Alors, considérez-vous qu'il y a plusieurs catégories d'élites que vous connaissez? Il y a plusieurs catégories d'élites que nous connaissons, Papa Zénon. Plusieurs catégories d'élites, quand on voit ceux qui s'engagent dans les activités de développement, quand on voit ceux qui s'engagent dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, quand on voit ceux qui s'engagent dans la politique, et j'en passe. Très bien, ma sœur. Je voudrais que vous fassiez une petite indiscrétion. Quelle est la personne élite qui est un exemple pour vous, un modèle pour vous, sur lequel vous vous basez, que la personne soit morte ou la personne soit encore vivante? Bon, je suis religieuse. J'ai étudié avant que je devienne religieuse. J'ai eu la formation dans la vie religieuse. Je me dis que la première personne pour moi, c'est d'abord l'enseignant. Même s'il y a les parents, c'est vrai, mais je prends l'enseignant, puisque l'enseignant, c'est celui qui m'a donné la possibilité de m'ouvrir au monde, de savoir qu'il y a quelqu'un où il y a les autres, il y a le développement, où il y a la vie. Vous voyez que l'enseignant, c'est celui qui nous a donné le temps de se dire que je peux apprendre, je peux aussi aller vers les autres, je peux me soucier des autres, je peux apporter un changement dans les milieux. Ma sœur, c'est une très bonne réponse. Vous parlez de l'enseignant d'hier, de votre temps, ou de l'enseignant d'aujourd'hui? Je parlerai de l'enseignant d'hier et je parlerai aussi de l'enseignant d'aujourd'hui, puisque l'enseignement continue jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des failles, mais l'enseignement continue. Nous devions parler de ces failles, nous devions parler aussi de ce qui est positif, qui prouve que l'enseignement continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, je vais vous poser une question directe, ma sœur. Considérez-vous qu'au Congo, il y a une élite? Papa Zénon, je considère qu'au Congo, je peux répondre en deux parties.
Au Congo, il y a une élite et il n'y a pas une élite. C'est-à-dire? Je l'ai dit dans ce sens que moi-même, vous avez commencé par me dire, vous sentez que je suis une élite. Mais je dirais qu'il y a des personnes qui s'engagent à témoigner qu'elles sont des élites, qu'elles peuvent lutter pour le bien, pour l'avenir, pour le changement. Mais il y a d'autres personnes aussi et ne font pas effort de prouver que malgré ce qu'elles possèdent, elles peuvent chercher le changement des autres. Très bien, merci ma sœur. Et sur le plan spirituel, ici au Congo, puisque vous êtes une religieuse, vous pensez qu'il y a une élite qui se défend aussi sur le plan religieux et je vais aussi sur le plan politique? Bon, je dirais que sur le plan religieux, il y a quelque chose qui s'est fait de positif. Puisque moi-même je suis religieuse, je trouve comment les religieux, les prêtres, les évêques s'engagent, même les chrétiens de bonne volonté s'engagent pour les biens, pour les changements. Et alors je me dis que l'élite religieuse existe, mais il y a certains blocages qui se passent quelque part, qui font que ce qui se fait par l'élite religieuse n'avance pas jusqu'au bout ou bien ne produit pas de bons résultats que nous voulons attendre. Et pour l'élite politique, puisque finalement la politique étant la gestion de la cité, qu'on soit religieux ou pas, on est aussi concerné par la politique de notre pays. Nous sommes dans un pays, c'est notre pays, le Congo. Je ne saurais pas dire des mensonges, je ne saurais pas critiquer négativement, mais je vais dire la vérité puisque c'est une vérité qui nous concerne, nous tous. J'entends toujours nos frères dire, vous les consacrés, vous les hommes de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous ingérer dans la politique. Mais en fait, nous découvrons qu'il y a quelque chose qui s'est fait qui détruit la vie du Congo. Si l'élite politique congolaise devrait faire ce qu'il doit faire, le Congo ne peut pas être à ce niveau où nous sommes. Nous devions reconnaître qu'il y a un problème sérieux au niveau de l'élite politique congolaise. Donc c'est pour dire qu'il y a une grande faiblesse. Si cette faiblesse ne disparaît pas, le Congo ne saura pas aller de l'avant. Et du point de vue scientifique, que pensez-vous de l'élite congolaise? Bon, l'élite congolaise, quand je vois ce qui s'est fait et j'entends aussi certaines personnes qui nous critiquent, nous aimons toujours bavarder sans pour autant entrer en profondeur. Nous n'aimons pas plus le travail concret. Nous aimons aussi détruire aussi ce que l'autre a fait. Nous aimons aussi anéantir les biens qui est déjà fait au détriment de ce que moi je voudrais. Je voudrais mes intérêts propres pendant que les gens sont en train de trimer, les gens sont en train de souffrir. Merci ma sœur. Parmi les élites que vous avez cité l'enseignant. Ça signifie que l'enseignement dans notre pays joue un rôle important et d'ailleurs vous l'avez aussi souligné parmi les activités que vous faites dans votre congrégation. Alors je voudrais vous demander comment est structuré l'enseignement dans votre congrégation, combien d'écoles, lycées, collèges que vous avez et quel est à peu près le nombre d'élèves que vous avez au total pour cette année scolaire? Papa Zeno, nous sommes plus dans l'enseignement. Nous travaillons au niveau de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire. Nous avons plus ou moins 10 écoles primaires, maternelles, secondaires. Bon, l'enseignement chez nous au Congo, hier, c'était une grande valeur, mais aujourd'hui, c'est un grand échec. J'ai dit que dans ce que nous produisons, ce que nous mettons dans la caisse, une bonne partie vient de l'enseignement. Mais de l'enseignement, oui. Mais quelle qualité? Le mal est que
nous voulons copier ce qui est de l'extérieur sans pour autant nous asseoir nous-mêmes, sensibiliser, étudier avant de fonder les bases sur de bonnes fondations. C'est ça qui fait que l'enseignement aujourd'hui chez nous puisse descendre petit à petit jusqu'à ce niveau où nous sommes. Mais en fait, si nous regardons l'enseignement hier, dans nos écoles, nous avons plus de 10 000 plutôt élèves que nous formons dans nos écoles. Et ici à Kinshasa, dans les diocèses de Popo-Kabaka, dans les diocèses de Kenge, dans les diocèses de Kisantu, plus de 10 000 élèves, je dis. Mais quand nous regardons ces enfants que nous sommes en train de former aujourd'hui, nous sentons qu'il y a quelque chose qui est trop bas dans ces enfants. C'est puisque l'enseignement n'est pas considéré comme il faut. Je prendrai, quand je parle de l'enseignement, c'est ce que nous appelons la gratuité aujourd'hui. La gratuité, c'est quelque chose que nous avons emprunté de l'extérieur. C'est un bon, c'est un bien plutôt, puisque ailleurs, l'enseignant est pris en charge, l'élève est aussi pris en charge. Mais chez nous, la façon dont nous avons commencé, c'est quelque chose d'imposé qui fait que même l'éducation chez les enfants est tellement bafouée. Je vais commencer par prendre un exemple concret. Normalement, quand nous prenons le nombre d'enfants dans une salle de classe, on peut partir de 20 à 35. On peut comprendre. Mais quand nous dépassons 35 à 80, vous voyez que ces enfants qui s'assoient sur les bancs à 5, à 6, ne font que se tricher entre eux. Il n'y a aucun enfant qui garde ce qu'on lui transmet par l'enseignant, puisqu'il doit toujours tenir compte de l'autre. Qu'est-ce que l'autre est en train de dire? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je dois écrire? Et il doit aussi lorgner sur le papier de l'autre. Et ça diminue aussi le niveau de l'enseignement. Même l'enseignant lui-même n'est pas payé. L'enseignant travaille gratuitement, il a des enfants à envoyer à l'école, il a la maison à supporter, les loyers, il a aussi les transports à payer, les soins médicaux des enfants, il y en a encore d'autres besoins. Vous voyez que cet enfant, cet enseignant plutôt, qui était motivé hier, il est démotivé aujourd'hui, il ne sait pas donner, transmettre aux élèves ce qu'il devrait transmettre d'une bonne foi. Oui, ma sœur, je vous ai bien suivi. Donc, si nous considérons la qualité de l'enseignement, selon votre analyse, selon l'analyse d'ailleurs de la plupart des personnes, la qualité de l'enseignement a baissé. 10 000 élèves que vous déversez comme ça sur le marché, êtes-vous satisfait de toutes les personnes que vous formez? La deuxième question, vous avez épinglé une grande difficulté. Je dirais même deux difficultés, la gratuité de l'enseignement qui a été mal organisé, mais aussi l'enseignant qui est mal payé. Vous pensez qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent au rabais du niveau de l'enseignement dans notre pays? Papa Zenon, vous m'avez posé la question sur la fierté que nous avons des enfants que nous éduquons. Je dirais que nous avons perdu une partie de notre fierté, puisque nous sentons que ces enfants que nous formons ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de s'engager quelque part pour produire. Les enfants ne reçoivent pas et ne vivent pas aussi ce qui est donné. Vous voyez par exemple, dans moi-même qui vous parle, j'ai étudié dans un internat chez les Sœurs de Marie de Popo-Kabaka. Je suis une ancienne lycéenne des Sœurs de Marie de Popo-Kabaka. La fierté que j'ai en moi de parler des Sœurs de Marie de Popo-Kabaka, ce n'est pas la même fierté que j'ai de parler de nos élèves que nous formons aujourd'hui, puisque nous sentons la nette différence. Les enfants que nous formons ne donnent pas ce que nous donnons nous autres. Nous sentons une grande faiblesse. Donc cette faiblesse-là, c'est la honte pour nous. Nous nous disons, mais en fait, ce que nous avons reçu nous-mêmes, nous ne savons pas le transmettre aux autres, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut.
Nous sommes freinés par l'organisation du pays. Même si nous parlons, on considère comme si c'est puisque nous ne recevons plus l'argent qu'on recevait auparavant, c'est comme ça que nous sommes jalouses, nous sommes ceci. Non. La fierté dont je parle, c'est par rapport à l'éducation que nous devions transmettre dans ces enfants. Vous voyez, par exemple, je trouve qu'il y a des parents qui sont fiers aujourd'hui de voir que leurs enfants ne peuvent pas faire le travail manuel à l'école. Or, moi, j'ai appris le travail manuel à l'école. J'ai appris comment je dois nettoyer les douches. J'ai appris comment je dois préparer, puisque nous trouvions aussi les sœurs qui nous aidaient à préparer, à prendre les bonnes manières. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas de la sorte. Si ça ne se fait pas de la sorte, c'est un problème pour nous. C'est la honte pour nous. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Donc les parents sont aussi en partie responsables de l'échec de l'enseignement. Oui, les parents sont en partie responsables de l'échec de l'enseignement, puisque les parents, vous les voyez en train de se moquer de vous. Vous voyez les parents qui ne comprennent pas que l'enfant qui n'apprend pas à l'école, il n'est pas capable d'apprendre ailleurs. Les parents qui passent la journée au travail, mais qui ne savent pas ce que font leurs enfants, comment ces enfants-là devraient apprendre quelque chose. Comment vous pouvez accepter de voir un parent qui vient à l'école, qui commence à engueuler les responsables de l'école ou bien les professeurs puisqu'on a donné du travail à son enfant. Donc ça prouve que les parents ne veulent pas que son enfant puisse apprendre de l'école. Oui, ma sœur, vous avez parlé des 10 écoles que votre congrégation supervise. Pouvez-vous les citer nommément? Oui, je vais les citer nommément. Nous sommes ici à Kinshasa, dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il y a un complexe scolaire que nous appelons Tobongisa Notre-Dame. Un complexe scolaire qui est de l'archidiocèse de Kinshasa qu'on nous a confié pour la gestion. Nous avons des écoles maternelles, il y a des écoles primaires, il y a des écoles secondaires avec plusieurs options. Nous avons aussi un collège qui est un complexe primaire et secondaire que nous appelons Mama Wabosawa. C'est un collège privé de la congrégation. Nous formons au niveau primaire, nous formons aussi au niveau secondaire avec plusieurs options. Nous sommes à Mbankana, toujours dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il y a une école primaire, une école secondaire aussi de l'archidiocèse qu'on nous a confiée pour la gestion. Quand nous allons dans le diocèse de Kisantu, nous avons une école qui a été fondée par un prêtre du diocèse de Popo Kabaka, l'abbé Nzonzidi. Cette école a le niveau primaire et le niveau secondaire avec plusieurs options aussi. Nous sommes dans Popo Kabaka avec plusieurs écoles. À Dinga, il y a l'école primaire, l'école maternelle, il y a aussi l'école secondaire avec plusieurs options. Nous sommes à Popo Kabaka même, il y a plusieurs lycées. Le lycée Temuka que vous connaissez, le lycée Ntoluzingu, le lycée Tuvukambundu. Le lycée Temuka a un complexe où il y a maternelle, primaire et secondaire. Nous sommes à Imbela où il y a le lycée Mambotemeto avec plusieurs options et avec un internat. Il y a Kasongolunda aussi, nous avons un lycée qu'on appelle le lycée Kasanga qui a plusieurs options. Il y a des écoles primaires dans Ngemba, Ikanda 1 et Ikanda 2. Vous voyez que nous avons plusieurs écoles. Je ne parle pas encore d'autres activités, mais je parle de l'éducation. À Kenge, nos sœurs travaillent au collège des abbés. Non, des frères de Saint-Joseph de Kisantu, pardon, des Joséphites de Kinzambi, pas de Saint-Joseph de Kisantu. Elles travaillent dans cette école-là. Oui, ma sœur, vous avez mentionné le mot internat dans votre interview. Je suis passé dans la plupart des lycées, j'ai constaté que les internats n'existent plus. Y a-t-il une explication valable à cela?
Oui, nous autres à Popo Kabaka, nous avions 2 internats au lycée Temuka et le lycée Tuvukambundu. Moi-même, j'ai étudié au lycée Tuvukambundu avec un grand internat qui hébergeait plus de 450 élèves, filles. Mais vous voyez que ces internats n'existent pas à cause des conditions de la vie. Nous avions beaucoup de filles qui nous venaient de Kinshasa. Mais avec la situation du pays, les parents n'ont plus de moyens qu'il faut pour que les enfants se déplacent de Kinshasa vers l'intérieur. Les parents dans les villages aussi, dans les autres paroisses du diocèse, n'ont plus de moyens pour envoyer des enfants parcourir des distances. Arrivés à Popo Kabaka, on a dû fermer les 2 internats qu'on avait. Mais nous gardons l'internat d'Imbela et l'internat de Mafunfu dans les diocèses de Kisanto. Y a-t-il de l'espoir qu'un jour ces internats seront rouverts? L'espoir, nous en avons. Si les pays changeaient, si les parents trouvaient des moyens qu'il faut, puisque nous entendons aussi des parents qui posent des questions. Si le diocèse a maintenant le petit séminaire pour former les jeunes qui vont aller au séminaire, qui vont devenir des prêtres, pourquoi les sœurs de Marie ne peuvent pas avoir un internat qui doit former aussi les jeunes filles appelées à devenir des religieuses? Nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec les parents et les personnes de bonne volonté pour que nous puissions reprendre même un internat parmi les 2, ceux de Temuka et de Tuvukambundu. Si on pouvait reprendre un de ces internats pour récupérer toutes ces filles qui veulent devenir des religieuses, pour leur donner la formation qu'il faut. Merci ma sœur. Pour clore ce chapitre de l'enseignement, je poserai cette question. Avez-vous suffisamment de sœurs pour encadrer toute cette jeunesse? 10 000 élèves, c'est quand même beaucoup. Papa Zeno, nous avons un grand nombre de religieuses que nous envoyons aux études dans l'éducation surtout, puisque nous tenons compte de notre charisme. Nous savons que notre charisme nous envoie plus dans l'éducation, puisque nous devions relever les niveaux de vie des gens, nous envoyons les religieuses dans l'éducation, dans la formation. Si vous parcourez nos écoles, je sais que vous l'avez déjà fait, vous allez découvrir que dans toutes ces écoles que je venais de citer, à la tête de ces écoles, ce sont nos sœurs qui sont là. Les autres sœurs sont dans l'enseignement. Elles sont en train de donner l'enseignement direct dans les salles de classe. Mais les chefs d'établissement, ce sont des religieuses. C'est par souci de l'éducation que nous le faisons. Merci beaucoup ma sœur. Alors vous avez parlé en plus de l'enseignement de plusieurs autres activités que vous faites dans votre congrégation. Pouvez-vous entrer un peu plus en détail maintenant s'il vous plaît? Oui Papa Zeno, en dehors de l'éducation, je prendrai d'abord la santé. Les sœurs de Marie s'engagent dans la santé. Nous sommes dans les centres de santé, nous sommes dans les centres hospitaliers, nous sommes dans les hôpitaux, nous sommes dans l'école aussi médicale à Kasongolunda. C'est puisque nous considérons que la santé, c'est quelque chose qui a un grand prix pour la vie d'une personne. Les sœurs s'engagent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de notre présence dans la santé. Nous trouvons aussi beaucoup d'indigents qui demandent que nous puissions leur venir en aide à travers la santé. En dehors de la santé, nous avons les centres nutritionnels. Les centres nutritionnels que nous attachons aussi aux centres de santé. Nous en avons par exemple à Dinga, un centre nutritionnel qui a été construit par une dame que nous appelons Madame Luidine, qu'elle a donné à la congrégation pour la gestion. Cet centre nutritionnel nous aide à accueillir tous les enfants malades, toutes les mamans enceintes malades et toutes les personnes âgées aussi malades. Nous les accueillons dans ces centres nutritionnels. En dehors des centres nutritionnels, nous avons les orphelinats. Les grands orphelinats, je pense bien que vous l'avez visité à Popo Kabaka. C'est l'orphelinat Bethléem de Popo Kabaka, là où nous accueillons les enfants
qui sont laissés par les mamans dès le bas âge. Par exemple, une maman qui meurt aujourd'hui, nous prenons l'enfant, nous l'amenons dans cet orphelinat. Nous avons aussi un autre orphelinat que nous venons de commencer en Bankana, dans l'archidiocèse de Kinshasa. Dans cet orphelinat, nous accueillons tous les enfants orphelins que nous avons dans les communautés. Puisque les communautés se sentent surchargées, nous prenons ces enfants, nous les amenons en Bankana, c'est là où on les reçoit. Ce sont des enfants que nous prenons déjà à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans et qui vont à l'école. Nous les gardons dans cette maison-là, c'est là où on les accueille. En dehors de l'orphelinat, nous avons aussi des foyers sociaux. Nous formons les jeunes dans l'atelier de couture, dans l'hôtellerie, dans les activités agricoles, dans l'informatique aussi et d'autres activités. On étudie comment on peut former aussi les jeunes gens dans la menuiserie, dans la maçonnerie plutôt et d'autres activités. Chers amis internautes, vous êtes en train de suivre l'interview avec la sœur Rosette Souta, la provinciale des Sœurs de Marie de Popokabaga. Elle nous parle de toutes les activités qui sont organisées dans leur congrégation. Ma sœur, de toutes ces activités, vous avez besoin de support, tant sur le plan logistique, financier, matériel et autres. Comment vous vous en sortez alors que le pays traverse des moments très difficiles? Papa Zeno, avant d'arriver à cela, je voudrais ajouter des activités aussi dont je parlais au début quand je présentais notre congrégation. Les activités qui nous amènent vers la défense de la femme et des enfants. Nous sommes dans une association avec les mamans que nous appelons AFESIDI, Action pour les femmes en situation difficile. Dans cette association, nous nous donnons la tâche de lutter pour le droit de la femme et de l'enfant. Vous voyez dans nos villages comment la femme est méprisée, comment la femme est dérangée, comment la femme est envoyée au mariage sans structure. Alors nous autres, nous sensibilisons les femmes, nous sensibilisons même les familles pour donner de la valeur à la femme. Après cette sensibilisation, nous sommes dans les travaux d'agriculture et autres avec les femmes pour leur montrer qu'il n'y a pas de sots métiers, mais il y a des sottes gens. Les femmes qui s'engagent dans l'agriculture, qui s'engagent dans l'élevage, qui s'engagent aussi dans la lutte contre les changements climatiques, ce sont des femmes qui cherchent la vie, qui cherchent le développement. Nous sommes là avec les femmes. Et la congrégation aussi a pensé aux paysans. Au lieu de négliger les paysans, nous sommes entrés dans la vie des paysans en commençant une ONG que nous appelons PROYAKA, Programme de développement intégral de la région Yaka. C'est le programme qui a aidé la congrégation depuis 1998 d'entrer dans la population même en entretenant les routes à partir de Bukangalonzo jusque dans Kasongolunda, dans Panzi, dans Mawanga. On a fait l'agriculture, on a fait l'élevage, on a construit des centres de santé. On a aussi commencé la mutuelle de santé. Nous avons travaillé dans l'alphabétisation avec les mamans. Nous avons trouvé que ces activités-là nous ont beaucoup aidé à entrer dans la population avec les gens. Vous voyez que la religieuse n'est pas appelée à rester religieuse là où elle est, elle doit aller vers la population. Cette possibilité-là nous a aidé à affronter les gens dans leurs différents milieux de vie. Nous sommes allés dans les villages, il y a des montagnes à parcourir, vous allez à pied, vous dormez dans de mauvaises conditions avec les gens. Tout cela c'est pour montrer aux gens que le travail de la religieuse, ce n'est pas de rester dans les couvents, mais c'est d'aller vers la population. Maintenant, je peux vous répondre par rapport aux moyens. Je dirais, Papa Zénon,
Quand je parle du travail que nous avons à travers les pays, je prends la province du Congo, je prends la province du Congo central, je prends la province de Kinshasa. Vous voyez que ce travail-là est tellement immense, mais les moyens, nous n'en avons pas assez. Puisque j'ai commencé par vous dire que nous mettons en commun les salaires. Les salaires que nous gagnons au Congo, c'est un petit salaire qui ne nous donne pas la possibilité d'aller vers les autres, de donner ce que nous pouvons devant un indigent qui vient, j'ai besoin de soins de santé, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de maison pour dormir. Et vous voyez que pour répondre à tous ces besoins-là, vous deviez avoir des moyens qu'il faut. Nous, le peu qui entre dans la caisse, on s'occupe pas simplement de la sœur, on doit s'occuper aussi de l'indigent qui vient frapper à notre porte. Vous dormez la nuit, on vous réveille, on dit il y a une maman qui vient d'accoucher, elle vient de mourir, on vous demande de prendre la charge de cet enfant-là. Avec quels moyens? Donc le peu là que vous avez, vous deviez le donner. Quand la religieuse a 2 pagnes, vous allez voir demain, il y a une maman qui se présente, je suis née, on ne peut pas la laisser comme ça, je suis obligé de partager ces 2 pannes. Un panne je donne à la maman et l'autre panne qui reste, c'est celui-là que je vais soigner. Donc nous avons des difficultés énormes, des difficultés. Si vous entrez dans nos différents milieux de vie, la vie de la religieuse d'hier, ce n'est pas la même vie d'aujourd'hui. Hier, nous avions beaucoup de choses dans nos communautés, on avait beaucoup d'argent dans nos communautés, mais aujourd'hui on n'en a pas. Mais nous sommes obligés de prendre la charge de toutes ces personnes-là. Donc, nous n'avons pas de jeep pour arriver dans les villages où sont les gens. Vous m'avez posé la question de savoir nous sommes à combien, nous avions combien de communautés. On est à 86 sœurs, sans compter les formés qui sont à 25 et quelques. Mais vous voyez, c'est 15 communautés au Congo n'ont pas de jeep pour se déplacer, aller dans leur centre de santé, transporter la maman qui veut accoucher, les malades qui a besoin d'être opérés dans un hôpital. Une congrégation qui a 2 jeeps, 3 jeeps, ne peut pas se réjouir de dire qu'elle est une congrégation au service des pauvres. Vous voyez qu'on a beaucoup de difficultés qui nous empêche de réaliser ce que nous devions faire. Mais c'est un travail que nous portons dans notre cœur. Nous avons de l'amour de ces gens-là. Mais comme on n'a pas de moyens, on n'est pas capable de venir en aide à toutes ces personnes-là qui sont en train d'attendre que nous puissions leur apporter de l'aide. Oui, ma sœur Rosette Souta, la provinciale des sœurs de Marie de Popo. Vous avez cité beaucoup de difficultés que rencontrent les sœurs. Maintenant, vous allez vous adresser à ces millions d'internautes à travers le monde qui vont vous regarder à travers la chaîne Benel TV. Vous allez vous adresser pour que toutes ces personnes de bonne volonté qui vont vous voir puissent venir en aide, puissent apporter leur soutien tant sur le plan moral, spirituel, matériel, financier, logistique et autres. On vous laisse la caméra, ma sœur, à vous la parole. Merci beaucoup, Papa Zénon. Je sais que la première mission d'une religieuse, c'est évangéliser son peuple. Les sœurs de Marie s'engagent aussi dans la pastorale directe de l'évangélisation. Mais nous savons que l'évangélisation emprunte plusieurs voies pour atteindre le but voulu par Dieu. Nous évangélisons dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans les œuvres sociales, dans la défense des droits de la femme et autres. Mais maintenant, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous voient, parfois ne nous comprennent pas. Vous savez que les gens qui nous écoutent, les gens vers qui nous voulons aller pour demander de l'aide, il y en a qui nous considèrent que les missionnaires, nous avons beaucoup d'argent. Nous avons déjà assez de moyens. Et il y en a qui disent même ils ne peuvent pas nous donner. S'ils nous donnaient tout ce qu'ils nous donneront, nous allons les mettre dans notre propre communauté. Oubliant que le peu que nous avons, nous les mettons au service des pauvres. Eux qui nous donnent
donnent doivent savoir que ce qu'ils nous donnent, nous les réalisons, nous les mettons au service des pauvres. Regardez les écoles que nous avons construites il y a des années. Ces écoles sont délabrées. Si nous n'avons pas de l'aide de ces gens qui nous écoutent, c'est difficile d'avoir de bonnes écoles où nos enfants doivent étudier. Les centres de santé qui ont été construits depuis lors par les sœurs belges que nous avons, ces centres de santé sont détériorisés. Tout ce que nous avons comme machine à coudre, ceci, cela, qu'on nous a laissé par les aînés, ça n'existe plus. Nous-mêmes, nous cherchons des moyens pour que nous puissions nous mettre au service de toutes les personnes. Comment vous qui nous écoutez, accepteriez-vous que la jeune fille qui a l'envie d'apprendre à coudre, la jeune fille que vous voyez qui vient vers nous, qui a l'envie d'apprendre comment saisir, comment gagner sa vie, nous devions la mettre de côté puisque nous, les sœurs de Marie, nous voulons garder tout ce que nous avons. Je voudrais vous dire honnêtement que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous puissiez nous venir en aide, que vous nous aidiez. Si je dois commencer par vous montrer, communauté par communauté des sœurs de Marie, vous allez vous dire qu'effectivement, les sœurs de Marie voudraient un changement de vie pour les biens des autres. Ce n'est pas pour notre propre bien. Nous voulons réaliser la prédilection pour les pauvres avec ce que vous allez nous donner, vous autres. Comment vous allez accepter, moi, la sœur Rosette, si je vous montrais la Jeep qu'on est en train de réparer, la Jeep qui m'aide à atteindre le milieu le plus éloigné de 500, de 600 km dans des conditions difficiles. Dans cette Jeep, je ne peux pas me déplacer seul, je dois y mettre les médicaments pour les centres de santé, je dois y mettre les cahiers pour les élèves, je dois y mettre l'habit pour une religieuse, pour les pauvres, je dois y mettre la nourriture pour les centres nutritionnels, je dois y mettre des tôles pour réhabiliter tel centre de santé, je dois y mettre les lits de l'accouchement de telle maman. Et la Jeep en question, c'est une Jeep qui est déjà amortie. Je ne peux pas l'utiliser sans que je puisse connaître des pannes, que je dorme en cours de route sur les sables parfois, ou bien sur une natte, mais ou bien à côté du feu. Vous voyez que ce n'est pas facile. Si vous autres, vous avez trouvé les moyens, vous êtes partis en Europe, en Amérique, ou bien vous êtes au Congo avec les moyens qu'il faut, dites-vous que nous autres, nous souffrons tellement pour réaliser la mission qui nous a été confiée par Dieu. Normalement, vous et nous devions créer l'équilibre pour que ces gens-là vers qui nous sommes envoyés puissent se sentir à l'aise. Vous voyez par exemple, quand nous allons dans les villages où les gens n'ont même pas une maison pour dormir, vous voyez combien de maladies que ces gens-là attrapent. Nous aussi, quand nous allons dans ces conditions-là, nous attrapons les mêmes maladies. Mais quand nous vous demandons de l'aide, pour aider ne fût-ce que quelques familles à avoir quelques tôles ou bien avoir un peu de ciment pour changer quelque chose, il n'y a personne qui nous vient en aide. Vous nous taxez toujours de voleuses, vous nous taxez toujours de mendiantes, vous nous taxez toujours de ceci et de cela. Mais essayez aussi d'avoir le temps de descendre dans nos milieux de vie comme le fait par exemple Papa Zénon. Vous allez vous rendre compte de la vie dans nos villages, de la vie que les gens mènent, de la vie que ces gens qui viennent vers nous sont en train de traverser. C'est pour vous dire qu'il y a un besoin qui nous pousse de venir vers vous pour vous demander de l'aide pour les biens de toutes ces personnes vers qui nous sommes envoyés. Chers amis internautes, vous avez suivi là le cri de détresse de la sœur Rosette Souta, la provinciale des sœurs de Marie de Popo. Nous demandons à tous les anciens, à toutes les anciennes des écoles, des lycées qui ont été encadrés par les sœurs, la congrégation des sœurs de Marie, de venir en aide à cette congrégation et cet argent va servir à promouvoir toutes les activités que les sœurs font encore sur le terrain avec beaucoup de difficultés telles qu'énumérées par la sœur Rosette Souta. Signer un contrat, vos paiements réguliers à la fin du mois. Et là, c'est sans transiger. Les moyens ne suivent pas. J'élabore moi-même,
j'ai des convenances avec la sœur sur des priorités des travaux à réaliser. Ma sœur provinciale, maintenant, si quelqu'un a besoin de vous envoyer ses moyens financiers, ses moyens logistiques, comment il peut vous contacter? Comment il peut le faire? Merci beaucoup, Papa Zenon. Pour tous ceux qui veulent nous aider à nous envoyer quelque chose, ça peut être le bien matériel, ça peut être les biens financiers plutôt. Nous avons des contacts. Je commencerai par vous donner d'abord mon numéro de téléphone. Et après, je vous donnerai mon adresse mail par laquelle on peut se mettre en contact, on peut échanger. Vous pouvez me demander même des images pour prouver que si moi aussi, je travaille avec les gens et les autres consoeurs travaillent, on les fera. Je vous donne d'abord mon numéro de contact. Vous pouvez m'atteindre au plus 243 82 039 52 12. Je me répète, plus 243 82 039 52 12. Mon mail est roseloubac@gmail.com ou bien smaripopo@gmail.com. Avec ces contacts, nous pouvons échanger, dialoguer avec vous et nous allons vous transmettre aussi nos adresses bancaires si vous les désirez à travers ces mails. Chers amis internautes, vous qui avez l'habitude de regarder Benel TV à travers YouTube et à travers les autres plateformes des médias, nous avons fini l'interview de cet après-midi avec la sœur Rosette Souta, qui est la sœur provinciale de sœur de Marie de Popo. Nous n'avons pas pu entrer, faute de temps, dans les détails de toutes les activités qu'elles font, mais nous reviendrons encore avec elles pour des détails dans des émissions un peu plus élaborées. Pour le moment, nous vous demandons d'aider les sœurs de Marie de Popo, la congrégation des sœurs de Marie de Popo, à travers toutes les coordonnées que la sœur Rosette Souta vous a données. Nous vous remercions et à la prochaine. Merci beaucoup.